Par exemple, la torsion simple. Non, et il y a encore l'étude des autres groupes, mais j'ai fait l'exposé uniquement pour le groupe F. J'ai quelques questions. Oui. Parce que j'avais regardé ces choses-là pour les années 2007. Je me rappelle que j'avais fait un exposé à Marrakech. Je viens de rentrer sur l'internet, j'ai trouvé des diaporamas mais je m'intéresse toujours, hein, c'est très bien. Et je vous remercie de vous exposer. Alors la première question, c'est que la forme normale, le mot sous forme normale est très important dans ces écritures. Et le fait de Oui, je tiens à remercier premièrement M. Desnari, mon professeur de géographie, pour l'organisation de cette journée. Donc, mon exposé va se focaliser sur l'équation clé et le décodage des codes correcteurs d'erreur et la construction des codes équilibrés. Donc, il y a une petite introduction. Premièrement, une petite introduction sur la théorie des codes correcteurs d'erreur et un symbole sur les notions des codes correcteurs d'erreur, dans laquelle je vais présenter l'équation clé et le problème de décodage qui s'appuie sur l'équation clé. Après, je vais présenter l'approximation de Padé et le lien avec le décodage des codes correcteurs d'erreur. Ensuite, les LATIS au service de décodage des codes alternés. Et enfin, la construction des codes équilibrés. Donc, le décodage des codes alternés et les codes de groupe A, c'est une sous-famille très intéressante des codes alternés, se fait via la notion de l'équation clé. Donc, je vais présenter ces deux notions. Premièrement, la théorie des codes correcteurs d'erreur a été introduite dans les années 40, suivant une approche déterministe par Oley et Ami, et suivant une approche probabiliste par Claude Shank. Donc, le sujet de la théorie des codes correcteurs d'erreur, c'est la transmission fiable d'informations sur un canal bruité. Donc, l'ennemi pour les codes correcteurs d'erreur, ce n'est pas Oscar de la cryptographie, mais c'est les erreurs, c'est le bruit pour la transmission de l'information. Donc, si on prend un ensemble fini de cardinal Q, appelé AV, donc pour tout entier un strictement positif, AN, c'est l'ensemble des messages au mot QR, puisque le cardinal de A c'est Q, de longueur N sur A. AN mini de la métrique de A mini, c'est-à-dire la distance de AB, c'est le nombre de positions où A et B diffèrent. C'est une vraie distance qui vérifie les axiomes de la distance dans un espace métrique. Un code QR de longueur N sur A, c'est une partie non vide de AN. On en note souvent par S, les éléments sont appelés noms de code, son cardinal c'est sa taille, sa distance minimale c'est le minimum de l'ensemble des distances de AB, telles que A est fait par C avec A différent de B. Et le taux de transmission c'est ce rapport. Un code binaire de longueur N, de cardinal de taille N, de distance minimale B, se note souvent par cette notation. Donc on va s'intéresser par les codes correcteurs. Donc si on prend K et N, deux entiers positifs avec N supérieur exactement à K, un code correcteur c'est l'image d'une application injective définie de AK et à valeur dans la règle. Deux notions qui sont très intéressantes, ce sont la capacité de détection et la capacité de correction. Donc pour la capacité de détection c'est la quantité D-1. Et la capacité de correction, c'est la partie entière de la moitié de la capacité de détection. Dans toute la suite, on va s'intéresser par les codes
correcteur d'erreur. Donc un code désignera un code correcteur d'erreur. Donc ce schéma résume un peu le phénomène de la transmission de l'information. Donc si on considère, ici on va considérer que le A, l'alphabet, c'est un corps fini à k éléments, avec k c'est une puissance primaire. Donc si on note A, le message, donc c'est une application injective. Donc C c'est l'image de A par l'application injective E. Donc on fait voyager le code C dans un canal qui bruit T. Donc on obtient T. Donc pour le décodeur, on obtient un C-type. Donc notre objectif c'est d'obtenir C et après de reconstituer le mot message qui est là. Donc on va travailler dans un canal qui vérifie ces hypothèses. C'est un canal QR symétrique qui est supposé discret, c'est-à-dire le canal transmet un signal par unité de temps. Sans mémoire, la transmission d'un signal n'a aucun effet sur la transmission suivante. Bien sûr, une transmission suivante, sans effacement, parce qu'il y a d'autres codes qui corrigent l'effacement. Donc on va s'intéresser au code correcteur d'erreur. Donc on va supposer que ce canal est sans effacement, un signal est reçu pour tout signal unique. Parmi les sous-familles des codes correcteurs qui sont très intéressants, ce sont les codes linéaires, puisqu'on peut les représenter par des matrices et on utilise les outils de l'algèbre linéaire dans ce. Donc un code linéaire, c'est l'image d'une application linéaire injective de l'espace vectoriel Fk vers Fn. C'est un sous-espace vectoriel, c'est un F sous-espace vectoriel de Fn. Et ces paramètres, ce sont n, K avec K, c'est la dimension de C comme sous-espace vectoriel sur F, et D, c'est la distance minimale, la distance minimale. Une matrice génératrice, c'est une matrice qui est formée par une base de C. Donc ces lignes, ils forment une base de C. Donc un code admet une infinité avec plusieurs matrices génératrices. Donc pour l'application d'encodage, donc A c'est le mot d'information et le mot code c'est A fois J, avec G une matrice génératrice de C. Et le code c'est l'ensemble des mots codes, c'est-à-dire l'ensemble de AG avec A partout FK. Donc, je rappelle aussi la notion du code dial. Le dial d'un code, c'est le dial algébrique, c'est son dial algébrique. En utilisant ce produit scalaire x, y, c'est sigma des xi, y. Et puisqu'on est en dimension finie, donc le bidial de C, c'est C. Et C, elle est caractérisée par une matrice génératrice de son dial qui est appelée sa matrice de contrôle. Donc C, c'est l'ensemble des X dans Fn, tel que le produit H fois le transposé de X est nu. Donc c'est une façon de caractériser les éléments de code. Donc X appartient à C, équivaut à dire que H fois transposé de X est nu. Et on définit aussi la notion de syndrome, c'est le vecteur H fois transposé de X. Donc par définition, si le syndrome Sx est nul, alors X c'est un mot de code, sinon c'est pas un mot de code. Et cette notion va servir dans le problème de décodage. Donc pour savoir est-ce que ce mot est vraiment le mot de code, donc on calcule son syndrome. Si le syndrome est nul, c'est un mot de code, sinon il y a une erreur. Il faut la corriger, la calculer et la corriger. Donc le syndrome est nul, c'est un mot de code. Et deux mots de l'espace ambiant Fn ont le même syndrome,
si seulement si la différence de Y et de Z, c'est un monopole, c'est-à-dire elle appartient à C. Ou bien, on dit qu'ils ont même place latérale. Ici, on considère l'espace quotient Fn quotienté par le code C. Donc, on parle aussi de la notion d'un bon code et les bornes. Donc, je vais rappeler la borne de singleton. Donc, pour un code linéaire sur FQ de type n quadré, ces paramètres vérifiés, c'est une égalité, c'est-à-dire on a D est inférieur ou égal à n moins k plus 1. Un code qui vérifie D égale à n moins k plus 1 s'appelle un code MDS. En anglais, maximum distance séparée. Le dial d'un code MDS est aussi un code MDS. Je vais rappeler aussi la notion d'un sous-code et la notion du trace de code que je vais utiliser pour définir les codes internes. Donc, soit c'est un code défini sur une extension galoisienne de FQ de degré n, et ce code de longueur n, alors C inter FQN est appelé le sous-code ou bien la restriction de C à FQ. Je rappelle aussi la notion de trace. La trace, c'est une application de l'extension galoisienne de FQM dans FQ. À tout élément A, la trace de A, c'est cette somme. On peut étendre cette notion à FQMN par la trace de A. Avec A, c'est un élément de FQMN. C'est la trace de A1, la trace de AN. Et on définit la notion de trace de code. C'est l'ensemble des traces de C avec C, un élément du code. Donc, je rappelle aussi la fameuse résultat de ça, c'est que le dial de la restriction de C à FQ, c'est la trace de son dial. Je vais rappeler aussi la notion d'un code alternance. C'est du code. Un code alternance, c'est la restriction d'un code de raisonnement généralisé. Et l'un des concepts, comme j'ai déjà dit, pour les décoder, c'est l'équation clé. Donc, je vais rappeler la définition d'un code de raisonnement généralisé. Donc, je considère n un entier supérieur à la 1, n un entier et qu'une instance d'un nombre premier tel que n est strictement inférieur à qn. Je prends gamma, c'est le n des gamma 1, gamma n, avec les gamma qui sont des éléments distincts de l'expansion gaussienne FQN. Et V1 vecteur, V1, Vn, où les VI sont des éléments non nuls, mais pas nécessairement distincts de FQN. Donc le code de raisonnement généralisé, qui est notre notation, est composé de vecteurs Vn et de gamma 1, Vn et de gamma n, où P de Z est un polynôme de degré strictement inférieur à 0, à coefficient dans l'extension gaussienne FQN. Donc, c'est un code MDS de type NK0 R plus 1 et de matrice génératrice, cette matrice qui est isolée sous les deux formes, cette forme et cette forme. Et on a ce résultat, c'est que le dial d'un code de raisonnement généralisé de dimension ici K0, c'est un code de raisonnement généralisé de dimension n moins K0. Pardon. On a ici les Y sont définis de telle sorte que le dial du code de raisonnement tel que le polynôme est de degré K0, ici on prend le polynôme de degré strictement à K0, et ici les paramètres sont gamma et V, on obtient Y en utilisant cette formule, c'est que le dial, c'est le code de raisonnement généralisé de dimension n moins K0, et les paramètres ici, ce sont gamma et Y. Donc, je vais définir un code alternant. C'est quoi un code alternant?
elle est notée par cette notation A, gamma, Y, F. Elle est constituée de tous les mots codes, des codes de réditionnement généralisés qui ont les composants en F. C'est-à-dire, ce code alternant, c'est la restriction du code de réditionnement généralisé qui est défini sur l'extension gaussienne FQM dans FQ. C'est la restriction de ce code de réditionnement généralisé à FQ. Ces paramètres vérifient ces deux inégalités. C'est un NKT des codes sur FQ. Et d'après le théorème de Delsart, on obtient la trace de ce code de réditionnement, c'est la trace de son, et en utilisant le résultat des HCT de Delsart. Donc parmi les sous-familles très intéressantes des codes alternants, ce sont les codes de Gopa rationnels et surtout les codes de Gopa binaires. Donc, il y a un lien entre ces codes et les cryptosystèmes. Par exemple, le cryptosystème Bacillus, qui est supposé parmi les cryptosystèmes post-quantiques. Il y a aussi d'autres cryptosystèmes qui sont basés sur les codes de Gopa ou bien des codes de Gopa modifiés. Donc, si on considère un entier M et qu'il y a une puissance d'un nombre premier, tel que n est strictement inférieur à qm, soit j'ai un polynôme à coefficient dans fqm, et n, il liste des éléments de fqm, alpha 1 jusqu'à alpha m, tels que g de alpha i est différent de 0, c'est-à-dire les alpha i ne sont pas des racines de ce polynôme. Ici, le cardinal de n, c'est la longueur du code de Gopa. C'est pour cela qu'on prend ici n, qui est strictement inférieur à qn. Donc le code de Gopa, il est défini par, il est noté classiquement par gamma ng, il est défini par l'ensemble des vecteurs dans fq à la puissance n, tel que la somme de oméga i sur x moins alpha i congrue à 0 modulo g de x. Et le polynôme g, qui s'appelle le polynôme de Gopa. Donc on peut prendre le n et q sont premiers entre eux pour que le xn-1 ait des racines simples. Donc si on prend n égale à q à la puissance n-1, on trouve que les racines primitives de l'unité qui est L, c'est exactement les éléments du groupe cyclique FQ étoile. Donc ce code de Gopa, c'est un code alternant avec les Y qui sont l'inverse de G de alpha I. On a supposé que les G de alpha I sont non libres. Et pour gamma, c'est les éléments de la liste alpha 1, alpha R. Donc on peut utiliser par exemple Sage. Sage, il y a un package Guava sous GAP. GAP, c'est un logiciel aussi qui contient Guava pour manipuler les codes correcteurs et surtout les codes de Gopa, soit rationnels ou bien les codes de Gopa géométriques. Ils utilisent les courbes algébriques. Donc c'est un exemple qu'on utilise en C. Donc je vais présenter le problème de décodage par syndrome. Donc soit c'est un code de type NKT, donc c'est un code linéaire. C c'est le mot de code envoyé. Et V c'est le mot reçu avec une erreur qui est notée ici 2. Donc V c'est C plus que. Donc la définition d'un décodeur, c'est une application définie de Fn vers C, telle que T de C égale à C, quel que soit C appartient au code. Donc le but d'un décodeur est d'obtenir C à partir de V et de H. Lorsque le poids de l'erreur ne dépasse pas la capacité de correction du code, qui est égal à la partie entière de D-1 sur. Donc le problème de décodage, donc,
présenter comme suit. Donc la donnée des problèmes consiste en une matrice H de taille n moins k fois n, à coefficient dans un corps fini FU, et d'un entier et d'un vecteur S qui est le syndrome qui appartient à f n moins k. La question, est-ce qu'il existe un vecteur E, c'est le bruit, qui appartient à f de n, tel que le poids de E est inférieur ou égal à T, et S c'est le syndrome de E. Donc c'est un problème n qui est complet, mais il existe des sous-familles où on peut décoder ces codes avec une complexité polynomiale ou logarithmique. Donc pour nous, un mot de code, c'est un mot qui vérifie le syndrome et nul. Et on va définir le polynôme syndrome par sigma des SIXI avec S, c'est le vecteur ligne, c'est-à-dire c'est V fois le transposé de H, c'est-à-dire S0 jusqu'à SN-1. Et on suppose dans la suite que le mot aussi n'est pas un mot de code, c'est-à-dire le syndrome est non nul. Donc, pour déterminer l'erreur, il suffit de déterminer les positions des erreurs et ensuite de calculer l'erreur. Donc, on va considérer I, c'est l'ensemble des positions d'erreur, c'est-à-dire l'ensemble des I tels que I est différent de 0. Donc, c'est l'erreur et le vecteur nul, c'est-à-dire le mot aussi, c'est un mot de code. S'il y a des positions qui sont non nulles, donc le mot aussi, ce n'est pas un mot de code, donc il faut déterminer ces positions, qui sont notées par ici, l'ensemble des positions est noté par I. Et phi de x, c'est un polynôme localisateur d'erreur. Regardez ici, c'est les racines de phi de x indiquent les positions des erreurs. Et ensuite, en utilisant le polynôme évaluateur d'erreur et la formule de Pauli, on trouve on calcule les erreurs. Et dans le cas binaire, il suffit de déterminer, de détecter les positions et de changer le bit par son complément. Le cas non binaire, on utilise pour évaluer les erreurs, on utilise la formule de formule. Donc ces deux polynômes, phi de x et phi de x, vérifient la congruence suivante. Dans le cas d'un code alterné, psi de x fois le polynôme syndrome est congru à psi de x modulo xr, qui est connu comme équation clé à prévalence. Donc le problème de décodage algébrique sera même de trouver une fraction rationnelle irréductible, si certain, de degré minimal, tel que Sx, il est congru à psi sur phi modulo xr, et plus précisément à résoudre la congruence normalisée. L'équation ici, l'équation clé, avec ces conditions, le PGCD de phi psi égale à r, on va avoir une fraction irréductible, et le degré de psi est strictement inférieur au degré de phi, puisque le degré de phi est inférieur au nombre d'erreurs cardinales de position de r, donc il est inférieur ou égal à pi. Pour le cas d'un code de groupe rationnel, on remplace x à la puissance r par g de x, et ici le polynôme syndrome par cette fraction. Et cette fraction, elle est congrue à sigma de phi i de x, avec phi i c'est l'inverse de x moins alpha i dans l'anneau fq de x quotienté, fqn pardon, de x quotienté par les liens engendrés par g de x, puisque les alpha i ne sont pas des racines de g. Donc le décodage algébrique est réalisé en 3 étapes. Premièrement, on calcule le syndrome, les mots aussi. Deuxième étape, la résolution de l'équation clé pour obtenir le polynôme localisateur d'erreur et le polynôme évaluateur d'erreur. Et ensuite, déterminer les positions et l'évaluation en utilisant la formule de Pauli. Je vais présenter les décodages en utilisant l'approximation de Padé. Il y a aussi en utilisant les fractions continues.
Et le découpage en utilisant les fractions continues, elle a la même complexité que celle de Bernoulli. Comme il ne cite pas, donc, je rappelle l'approximation de Padé, donc soit F2Z inséré formel. Le problème d'approximation de Padé d'ordre Nn consiste à déterminer le polynôme P et Z, le degré de P est inférieur à n, le degré de Q est inférieur à n, et la fraction P sur Q, la différence entre F de Z et P sur Q, c'est un grand taux de Z, n plus n moins 1. Donc il généralise celle de l'approximation par un polynôme qui utilise la formule de zéro. Donc ceci, on a l'approximation par une fraction rationnelle au milieu d'un polynôme. Donc ce problème se linéarise sous cette forme, qui est équivalent à cette équation, avec la convention CDI nulle lorsqu'il est strictement inférieur à 0. Ce qui donne ces deux systèmes. Donc, sous sa forme irréductible, la fraction rationnelle P sur Q est appelée approximation de Padé de F d'ordre Nm, qui est notée par cette notation. Donc, revenons à notre problème, c'est le problème de découpage. On parle de la congruence normalisée. Donc on pose que de x sigma des AIXI, c'est de x sigma des BIXI. Donc l'équation clé est équivalente à la résolution de ces deux systèmes. Donc la solution, ou bien le couple CI, c'est exactement l'approximation de Padé d'ordre T-1. Et on a des algorithmes d'ordre de complexité polynomiale et logarithmique pour déterminer les approximations de Padé. C'est un exemple en utilisant MAP pour décoder l'image. Je fiche ça, je viens insérer cette image. Donc, on a ici donc, le mot code. J'ai pris c'est le vecteur nul. Ici, le code de Beaupas, ici le polynôme de Beaupas x carré, la liste c'est alpha i avec alpha c'est une racine primitive de f8, c'est-à-dire une racine c'est une racine de x3 plus x plus 1. Je vérifie est-ce que les alpha i me sont, c'est-à-dire j'ai de alpha i différent de 0. Et puis, je détermine la matrice de parité. Ensuite, ici, je considère le vecteur nul. J'ajoute l'erreur. Et ensuite, en utilisant l'approximation de Padé, je localise la position, il y a la position 6. Et ici, j'ai ajouté l'erreur de la position à la position 6. Alpha 6, on a alpha 0, alpha 1 jusqu'à donc en utilisant une méthode rapide de René-Ferrol, on peut réduire la complexité en un grand taux de T logarithmique pour le problème de découpage. On a aussi, c'est un travail pour les Padé, c'est un travail en collaboration avec M. Melza et M. Aguche de la faculté de l'Université de Meknes, et un travail sur les lattices et le lien avec le décodage. C'est un travail en collaboration avec M. Melza et M. Grazmani. Donc, nous traitons une méthode de décollage algébrique, décollage verbal, qui consiste à traduire l'équation clé par un lattice sur un tableau des polynômes appelé lattice clé, qui dépend des syndromes, et à chercher un vecteur de flux court avec des contraintes de degrés. Donc, je pars d'un cordillère de paramétrie 4D
le mot aussi c'est y égale à 7 plus E avec le poids de E inférieur à T. Donc je définis premièrement la notion d'un lattice sur un anneau de polynôme. Les lattices sont commis dans la cryptographie, surtout l'algorithme LNL, qui est un algorithme de complexité exponentielle. Mais ici, la complexité pour les lattices sur un anneau de polynôme à coefficient dans un corps fini, elle est de complexité polynomiale, comme il a démontré Grégory. Donc ici, on définit la notion de Kx avec K, c'est un corps fini. Une paire, c'est une paire composée d'un Kx mobile de type fini, noté L, et d'une fonction Q qui vérifie les 4 actions. Donc j'ai défini aussi la notion de la somme orthogonale de deux lattices avec la fonction Q ici, c'est le max de Q1 et Q2. Donc L1 de Q1 et L2 de Q2, ce sont deux f Kx lattices. Donc je vais on a démontré que le problème de la résolution de l'équation clé se ramène à la recherche d'un vecteur qui est le plus court dans un lattice. Donc l'équation clé est équivalente à l'existence d'un h tel que ici phi de x fois s de x égale à psi de x plus x à la puissance de t fois un polynôme h de x. Et cette équation, vous pouvez l'écrire sous cette forme, l'existence d'un h tel que phi fois moins h fois cette matrice, c'est exactement le couple phi psi. On compose N, cette matrice, et L, c'est cet ensemble qui est un K de x, un f de x mobile, et la fonction Q, c'est le maximum de degré de phi 1 et degré de psi 1. On a démontré que l'ensemble des solutions de l'équation clé, c'est le lattice LC. Et on a montré aussi que LC, c'est la somme directe de ces deux lattices, fx v1, fx v2, avec v1 c'est 1 xx et v2 c'est 0 x2. Dans le cas d'un mode de Gopa, on remplace le x à la puissance de t par le polynôme g de x. Donc un résultat, Cz est le vecteur le plus court de LC, alors qui de z est inférieur à t avec t c'est la distance, la partie entière de t moins 1 sur 2. Et la solution de la congruence normalisée est le vecteur le plus court du lattice à une unité multiplicative près de f, satisfaisant le degré de psi 1 inférieur strictement au degré de phi 1. Donc le problème se ramène à trouver le vecteur le plus court dans le lattice LC. Et d'après un résultat dû à Grégory, ce problème est résolu en temps polynomial. Donc, on a ici, donc le but c'est de trouver un vecteur du lattice, c'est un élément de la forme de M. Donc, on pose Q de M égale à R1. Et on a le degré de psi inférieur strictement au degré de phi, c'est-à-dire il se traduit de cette façon, le degré de I1S plus X2 I2 inférieur strictement au degré de I1. Donc on remplace le R'. Ici on remplace le R' par 0, par 1, jusqu'à qu'on trouve un vecteur qui est non nul et qui vérifie ces deux propriétés. Donc, on a démontré que ce vecteur vérifie ces 4 équations. Et on a une sorte de suite qui est emboîtée, une chaîne, vérifiée par l'ensemble des solutions. Donc, on a démontré que l'ensemble des solutions, c'est exactement l'ensemble des solutions du système formé par ces équations, moins la solution triviale. Donc il suffit de trouver une solution non triviale du système formé par ces 4 équations. Donc
cet algorithme résume la situation. Donc on itère jusqu'à obtenir une solution du système formé par les 4 équations qui n'est pas trivial. Donc en utilisant le principe de dichotomie, on a ici la complexité de cet algorithme, c'est un grand pour le t fois le temps de la résolution de SL, et en utilisant le principe de dichotomie, on peut réduire la complexité en utilisant aussi les systèmes quasi-Toplies. On a pu réduire la complexité en un grand taux de t log cube de t. Donc ceci, c'est bref, présentation pour l'équation clé du problème de découpage. Donc on a travaillé aussi sur les codes euclidiens. On a travaillé sur les codes, sur les anneaux et leur découpage en utilisant la dualité de Pontiacki. Je ne vais pas vous présenter cette notion. Donc je vais passer directement au code euclidien. Donc premièrement, je rappelle la définition d'un anneau euclidien. Un anneau commutatif intègre A et dit euclidien s'il existe une application phi définie de A moins 0 vers n, appelé algorithme euclidien, tel que pour tout A dans A moins 0, il existe QR avec A égale à 2 fois Q plus R, où R est nul, ou bien phi de R est strictement inférieur à phi de D, qui est appelée la division euclidienne. Donc pour construire ce code euclidien, on part d'un anneau euclidien que l'on note A. On considère ici n supérieur à 2 et on considère des idiots reliés distincts et différents de A, vérifiant l'hypothèse, c'est que toute partie de 1n phi du produit de alpha j est supérieur ou égal au cardinal de j. Et on travaille aussi avec la notion de phi stable. Donc une partie de A est dite phi stable s'il vérifie ces deux propriétés. Donc, on a défini l'application d'encodage, définie de AK, qui est l'ensemble des A dans l'anneau euclidien A, qui vérifie phi de A inférieur strictement à AK inter S, qui est une partie phi stable, vers le produit des A quotientés par les diales AI. Et l'encodage se fait par l'application EV. Si on prend X, un élément de AK, donc le mot code, c'est le N triplé formé par X modulo I et 1 jusqu'à X modulo I1, c'est-à-dire X plus. Donc pour les codes de Reed-Solomon, ce sont des cas particuliers de ces codes euclidiens. On considère ici l'anneau euclidien, c'est FQX, et l'application d'encodage, elle est définie de AK, qui est l'ensemble des polynômes coefficients donc qui de degré inférieur strictement à AK, vers le produit de l'anneau A quotienté par l'idéal engendré par X moins XI. Et à tout polynôme F, on fait associer F modulo X moins XI. Le N est X moins XI. Et le code, c'est l'image de AK par l'application. C'est un code euclidien de taille N, de Bourka. Les codes de Bourka utilisent ce principe aussi de construction. Les codes de Bourka classiques, c'est-à-dire les codes de Bourka évaluatifs, qui sont définis sur les courbes algébriques. On a démontré quelques résultats. C'est que lorsque 2K est inférieur ou égal à N, alors l'application EV elle est injective. Par suite, le code CDK, c'est un code correcteur d'erreur. Et on a montré ici que c'est un code non linéaire. CK, les paramètres de CK sont ici notés N4D, avec N sa longueur. N, ici on ne parle pas de la dimension, mais on peut parler du fond de ce code. On
on a appelé le paramètre A, le ton de seconde. Ce n'est pas un code linéaire. Et il vérifie D est supérieur à n plus 1 moins 2. La distance minimale est supérieure à n plus 1 moins 2. Avec presque la même technique, on donne des codes sur des anneaux non commutatifs. Surtout, on a utilisé le quaternion de Lipschitz, c'est-à-dire l'ensemble des xi, x0 plus xi plus x2j plus x3k avec les xi sont dans k. Et le conjugué avec le quaternion, c'est A bar qui est égal à cette quantité. Et pour l'application phi, on a utilisé phi qui est égal à la racine carrée de NA, avec NA c'est la norme de A. Et on a abouti presque le même résultat que celle pour les anneaux. Et merci pour c'est normal, salut pour les codes. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Je vais juste demander pour Matrice, pour que le calcul soit plus rapide, il y a la fonction génératrice lacunaire, avec beaucoup de zéros. La matrice G est lacunaire, c'est-à-dire il y a plein de zéros, il y a peu de 1, un creuse. Est-ce que le calcul est rapide? Est-ce que le temps qu'on gagne en temps, est-ce que le schéma est convenable ou pas? Le problème est, je pense que ce travail est déjà fait. Et si on considère une matrice creuse, on va passer ce système basé sur le contrôleur utilisant la procédure. S'il vous plaît. La deuxième question, est-ce qu'on peut définir des codes de Coppa, mais avec des polynômes à plusieurs variables? Le G, pas une seule variable, mais plusieurs variables. Donc, c'est-à-dire les codes multivariables. C'est le cas des codes de Coppa, on le fait avec G à plusieurs variables. Et si c'est possible, ceci va nous aider à définir, à utiliser le LL d'une manière un peu plus intéressante. Je m'intéresse aussi au problème des décollages, des décollages géométriques, en utilisant les métis. C'est un problème. Et la dernière chose, quand tu as travaillé sur le quaternion, tu as trouvé des petits résultats, des définitions. Oui, on a trouvé le même résultat sur la dimension. La dimension du code est supérieure à n-2 Et on parle de la division euclidienne à gauche, puisque à droite. Oui, à droite, à gauche. Est-ce qu'il y a cette notion de syndrome les autres? Mais c'est le problème. C'est pour cela que j'ai présenté le code euclidien. Je cherche à découvrir ce code en utilisant l'équation P. Donc il faut définir le syndrome, la notion de syndrome. Ici, c'est un code non linéaire. Donc il faut caractériser les éléments du code en utilisant la notion de syndrome. Donc, vous avez c'est un problème. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je voudrais juste remercier tous les collègues qui sont venus de très loin.
Moi, je suis volontaire de vous accompagner si vous voulez. نمشي معكم تلفاز وكاين حد يفاز مش ده بعيد عليا. Et on serait très heureux que nous sommes arrivés, je pense que nous sommes arrivés au Maroc, avec ce qui se fait à Oujda, à Fès, Meknès, Casa, Marrakech, même à Agadir, parce que je suis Agadir. Et n'oubliez pas qu'à Sati, il y a une école, il y a une équipe de recherche sur la crypto, dirigée par 3 personnes. Il y a une fille marocaine qui était en Allemagne, et maintenant elle est à Esfi. Il y a notre camarade Aïdabou, Mustafa. Et puis il y a un autre jeune qui a fait ses travaux entre Essaouira, il a fait Essaouira et Agadir, Marrakech, qui s'appelle, moi je l'appelle habilité parce qu'il travaille beaucoup maintenant. Et ces 3 personnes, ils ont créé un groupe à SPI où il y a de la cryptographie très très intéressante. Donc moi je me suis dit que c'est le moment qu'on puisse réfléchir tous à distance à créer une revue marocaine et internationale, pourquoi pas. On a beaucoup d'amis à l'étranger au Maroc et dans les pays en Tunisie et en Algérie. Et on peut choisir des professeurs qui peuvent nous aider comme référés et créer cette revue. Si vous êtes d'accord, si l'idée est votante, mais qu'on réfléchit rapidement et qu'on l'instaure. Je pense que la crypto au Maroc se développe maintenant. Et pour qu'on puisse laisser des traces, on peut faire une revue. La revue électronique est simple, mais une revue en papier est très intéressante pour les jeunes. Voilà, disons, la chose qu'on veut faire en plus de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, les séminaires. On a créé un séminaire international qui a le même poids, je vous assure, hein, par les articles. Il y a 7 livres maintenant, vous pouvez regarder. Africa Crypt, il a le même poids qu'Euro Crypt et Asia Crypt. Peut-être crypto, c'est un peu difficile. D'ailleurs, l'an dernier, avec. Je ne sais pas s'il est là. Est-ce que. Notre collègue. Mars. Est-ce que Samy est là? Non. Samir. Ah, il est là. Alors, il y a 2 ans, l'an dernier, on a rédigé un article, un crypto. Et puis, vous savez qu'ils ont eu beaucoup de... Il n'a pas été accepté, mais ils ont eu beaucoup de difficultés de dire non. Pour la simple raison qu'ils ont même ouvert... Il n'y a qu'un... Ils ont ouvert la voie, on était en contact avec les référés pour discuter de l'article. Il y avait un problème de philosophie. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont dit qu'il faut l'envoyer à l'ANS. Ils ont dit à l'ONIST ou l'ANS? À l'ONIST. Parce qu'ils ont dit que les référés n'ont pas pu le voir. Alors l'idée, c'est un cryptosystème symétrique basé sur les 3 corps de points carrés. Donc vous imaginez le Soleil, la Lune et la Terre, ils n'ont pas des poids similaires. Et là, ils tournent. Et imaginez que vous avez 3 aimants qui ont la même dimension en proportionnel que l'aimant là, il y a la Lune, il y a le Soleil, la Terre, donc un équilibre comme le poids. Et ils tournent. Vous les éloignez, ils tournent. Et dès que vous changez les distances, vous vous rapprochez, le système se casse. L'un va attirer, l'aimant va attirer l'autre. Alors sur cette idée que les 3 clés ont été construites pour définir un cryptosystème. Elle a été acceptée en Europe après, cette année. Il a été accepté en Europe cette année. C'est vrai, on l'a modifié un petit peu parce qu'il est devenu académique et il a été accepté cette année. Donc je me dis que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent et que c'est le moment de créer une revue internationale marocaine, comme maintenant il y a de la cryptographie marocaine. Et merci beaucoup pour tous ceux qui sont venus de loin. Vous êtes invités à participer à la cafétéria.